En ce début d'année 2024, j'avais envie d'apporter une certaine touche, à mon humble échelle, de positivité par rapport à ce que pouvait nous proposer Marvel d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Il est vrai qu'on a fait des vidéos sur le sujet, notamment sur Blade ou même Captain America, et il est vrai qu'on a également fait des lives par rapport à tout cela. Mais pour aller vers quelque chose de, semble-t-il, entre gros guillemets, puisqu'on n'a pas réellement vu la teneur de tout cela, mais de quelque chose qui pourrait être donc plus positif, il faut revenir sur ce qui nous a pas nécessairement plu dans sa globalité. Alors il est vrai que ce top des 5 erreurs de Marvel est non exhaustif, entre gros guillemets, et ne concerne que moi, il est possible qu'il y ait encore plus de choses. Par ailleurs, n'hésitez pas, en vrai, à me mettre, si vous le voulez, la vidéo des 24 choses qui m'ont déplu du côté du MCU. Pourquoi 24 ? Parce qu'on est en 2024 et parce que j'ai fait une vidéo au début de l'année pour parler des 24 souhaits que je voulais pour le reste de ce qu'il y a du côté du MCU. Donc, n'hésitez pas, je pourrais le faire et ça serait très sympa. Ou pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous à faire votre top 5 des choses qui vous ont le plus déplu depuis Avengers Endgame. On va commencer avec mon top 5, bien sûr, donc ça va crescendo, mais on commence avec lui, avec Kang. Je n'ai pas nécessairement de problème avec le personnage en tant que tel du côté de la série Loki, puisque je trouve qu'il est plutôt cohérent, et c'est ce à quoi on pouvait s'attendre du côté de Kang, mais je ne vais pas non plus parler de l'acteur, parce que bon, ça on en a déjà parlé, et je ne vais parler que du personnage, mais là où ça va me poser problème, c'est sur son exploitation. C'est-à-dire que fin de saison 2021, n'importe quoi, fin de saison de Loki, donc mi-2021, nous avons eu droit à la première apparition de Jonathan Majors en tant que Kang, et à la toute fin, il se fait appeler Celui qui demeure. S'ensuit alors une saison 2 où on a du Victor Timely, du Celui qui demeure, on a également d'autres variants de Kang, c'est sympa. En revanche, il est vrai qu'on l'a eu également dans Quantum Mania. Un film qui est vraiment... En fait, qu'il le tourne un peu au ridicule, il se fait détruire en fait par des fourmis, par l'esprit d'Hank Pym, à la limite ça pourquoi pas, mais je trouve ça dommage. Et le fait est qu'on veut que ce personnage soit différent de Thanos. Parce que Thanos, il était là à la fin de chaque film Avengers, scène post-générique du premier film où il se lève de son siège, deuxième où il enfile le gant, évidemment dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame il est là, il est même en teasing dans le film des Gardiens de la Galaxie par rapport à Gamora. Il y a l'envie d'évoquer ça de manière pérenne et durable. Lui, on n'a pas l'impression que c'est clair ce qu'on veut faire par rapport au personnage, parce qu'on le met dans Loki, ok, pour développer aussi cet aspect sériel, entre guillemets, donc développer Disney+, pour te dire, tu veux aller voir le futur film Avengers, mais pour tout regarder, regarde, prends ton abonnement et regarde la série. On ne semble plus vraiment aller sur ce point-là, et au-delà des séries, donc on l'a vu en film dans Quantum Mania, et ça ne marche pas du tout. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est parce qu'il y a la possibilité de le mettre dans plusieurs films, dans plusieurs séries, et ils ne le font pas, ils l'ont mis dans Loki. Très bien, parce qu'en plus Loki c'est l'une des séries les plus appréciées, c'est un des personnages les plus populaires qui a eu son projet solo sur Disney+, c'est très bien, mais est-ce que ça suffit pour qu'on ait peur de lui ? Non. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, il était mauvais, ou en tout cas il se faisait tuer à chaque fois. J'entends que ce soit le côté de t'en tues un, il y en a un autre qui arrive, sauf que là où pour moi au niveau de la communication ça n'a pas marché, c'est que lorsqu'ils l'ont annoncé lors du Disney Investor Day en 2020, ils ont dit que Jonathan Majors jouerait Kang le Conquérant, donc dans le film. Alors il est vrai qu'il y a une multitude de Kang, mais il en faut au moins un qui puisse un peu sortir du lot et d'autres un peu anecdotiques, d'accord ? Sauf que la manière dont on te le présente, on te dit que c'est lui, en gros le chef, le roi, celui qui va causer beaucoup de problèmes. Mais il meurt dès le premier film. De plus, on a Celui qui demeure, et c'était très bien de l'interpréter avec une manière un peu vieillissante, le côté de... En fait, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, de toute manière, quoi que je fasse, j'ai gagné. C'était intéressant aussi, mais il meurt. Victor Timely, le nombre de fois où il meurt dans la série Loki est infini, donc le nombre de fois où ce personnage est mort, c'est...
On n'a jamais vu ça. Et pourtant, c'est l'antagoniste qui arrive. Et là où ça me pose problème, c'est que son exploitation ne nous montre pas un personnage puissant, mais, on va dire, collant. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. J'entends que ce soit le principe même de Kang. En revanche, il faut qu'en plus d'être collant, il soit déterminé et, ce qu'il n'a pas eu jusqu'à présent, de la puissance, du coup. Et c'est là où il y a l'exploitation qui me dérange, c'est que, déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on le voit plus. Évidemment, sous les traits d'un autre acteur, on avait parlé de John David Washington, on avait parlé de Coleman Domingo, pourquoi pas, ce serait très 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 cool parce que j'adore l'acteur. Mais bref, quoi qu'il en soit, concernant Kang, je trouve qu'il est vraiment mal exploité et qu'on aurait pu avoir du Kang dans d'autres projets. Vraiment, par exemple, là, on a Deadpool 3 qui va te parler supposément du multivers. Là, c'est compliqué parce que, bon, bah, l'acteur a fait que, voilà, mais on aurait pu... Si jamais il n'y avait jamais eu tous ces déboires avec la justice et qu'il avait vraiment été droit dans ses bottes dans sa vie privée, eh bien on aurait pu la voir dans Deadpool 3, ça aurait pu être intéressant, on aurait pu la voir dans Les 4 Fantastiques, on aurait pu la voir dans d'autres séries. Et finalement, on ne l'a que dans une série Loki qui est géniale, hein, qui est pour moi, à mon sens, la meilleure série du MCU, mais qui n'a pas été vue parce que c'est sur Disney+. Elle est dans l'un des pires films du MCU, donc Quantumania, à mon sens encore une fois, mais vu les chiffres, a priori, déjà peu de gens l'ont vu, donc peu de gens le connaissent, et donc ce n'est pas forcément la meilleure introduction pour le personnage. Donc je trouve ça vraiment dommage que pour du Kang, ce soit réduit à ça. Ce serait vraiment plus intéressant du coup, évidemment, d'avoir un nouvel acteur, ça il le faut, mais de le développer dans d'autres projets. Il le faut. Je vous en supplie, faites-le même dans du Shang-Chi 2, je dis n'importe quoi, même dans du Moon Knight, tu vois. Moon Knight est en lien avec l'Égypte antique, tu peux te dire, ah bah du coup Khonshu, d'accord, Ramatout, pourquoi pas. Et finalement, bah ils ne le font pas. Bon, c'est dommage, mais ils peuvent le faire. À mon avis, il faudrait qu'ils partent là-dessus, parce que sinon on ne va jamais s'attacher au personnage, et jamais on va se dire, mais oui, c'est lui Kang. C'est lui, ok, il fait ça, il envoie du lourd. Là, on ne se pose que très rarement la question, parce qu'on se dit que, bah il est pas fou. Mais voilà, Kang, pour moi, son exploitation n'est pas du tout bonne et mériterait, eh bien, évidemment, bah, une meilleure manière d'être utilisée, on va dire. Je continue avec une série qui, moi, ne m'a pas du tout plu, surtout sur la fin, Secret Invasion. Il faut revenir aussi sur ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans Secret Invasion? Pourquoi est-ce que, pour moi, à mon sens, depuis Endgame, c'est l'une des pires erreurs de Marvel Studios, c'est qu'on n'est pas sur une Secret Invasion. On n'est même pas sur une Invasion. Et ce n'est même pas vraiment secret. Donc on est sur une série sur Nick Fury qui affronte un peu son passé, qui n'est pas vraiment connecté au film, puisque bah, même le film The Marvels, qui est sorti la même année que Secret Invasion, n'arrive pas véritablement à utiliser des aspects de la série. Hein. Je vous rappelle quand même qu'à la fin de la série Secret Invasion, attention spoiler, mais Nick Fury part avec sa femme qui est donc une Skrull sur donc la base Saber. Une base Saber qu'on évoque dans le film The Marvels, mais on ne voit pas la femme de Nick Fury. Où est-elle? Ça n'a plus vraiment de sens. Donc cette série pour moi est un énorme pavé dans la mare. C'est-à-dire que... Ah non, ce n'est pas du tout l'expression que je voulais utiliser. En gros, cette série est inutile. En gros, c'est ça. Peut-être que ce n'était pas du tout l'expression adéquate, mais on s'en moque. On est là aussi pour l'authenticité, possiblement. Donc, j'aurais plus appelé ça Fury. Là, tu m'aurais appelé ça Fury, ça m'aurait plu, beaucoup plus plu. Et je me serais dit, ok, d'accord, la série n'est pas incroyable, c'est vrai. On te parle un peu de Skrull, mais de l'appeler Secret Invasion alors qu'il n'y a rien de secret et il n'y a aucune invasion, c'est bizarre, sachant que l'invasion est supposément lancée par Gravik qui n'a aucune envie de faire ça et qui a uniquement envie d'être puissant. L'invasion, on la voit pas vraiment. Donc je trouve ça vraiment vraiment dommage, et encore une fois aussi le côté de qui est un Skrull et qui ne l'est pas, le fait que Rhodey soit un Skrull, waouh, la surprise, c'est vrai parce qu'au début on ne s'y attendait pas forcément, mais quand tu reprends du recul sur depuis quand il l'est, on voit comment il est habillé, on suppose que c'est depuis Captain America Civil War. Ça veut dire que le vrai Rhodey, la mort de Tony Stark, ne l'a pas vécu, donc ça veut dire qu'on est en train de casser une petite scène un petit peu touchante entre le personnage de Rhodey et le personnage de Tony dans Endgame. On est en train un peu de casser même la relation naissante qu'il y avait avec le Faucon. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment dommages, qui auraient pu être exploitées et qui sont gâchées en fait par cette série-là. Encore une fois, cela n'engage que moi, mais je trouve vraiment que c'est du vent. En fait, comme je l'avais utilisé pour Jurassic World Dominion, c'est du vent dans le sens où on ne le voit pas,
mais on le sent passer. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que les 5 premiers épisodes étaient plutôt intéressants, mais sur une série Secret Invasion, pas du tout. Et quand c'est parti dans des bails de deux Super Skrulls qui s'affrontent, c'est parti vraiment beaucoup trop loin. Et ça ne veut rien raconter, même le côté politique avec le président, etc. On sait de toute manière qu'il est possible que ce soit caduque par rapport au fait qu'il y a un nouveau président du côté de Captain America 4, donc quel intérêt? Bref, justement, le fondement de tout ça, c'est quel intérêt a Secret Invasion? Pour l'instant, je n'en ai aucun. Parce que, encore une fois, les programmes que c'était censé amorcer, donc The Marvels en partie, eh bien, n'en font même pas référence, ou alors très légèrement. Et c'est là où ça me pose problème. Donc oui, Secret Invasion pour moi est une énorme erreur. Ils auraient dû baptiser la série Fury, et après tu fais un film sur Secret Invasion. Mais là, je trouve que c'est vraiment mal amené. Il faut également parler de She-Hulk. Alors je ne vais pas parler du personnage en tant que tel, parce que le personnage en soi, bah moi je l'aime bien. Je trouve que She-Hulk est un personnage assez profond. Alors, la manière dont elle a eu ses pouvoirs, bon, c'est similaire à celle des comics, mais bon, le côté de « Ah, il y a un vaisseau, mais en fait, c'est ton fils qui veut te chercher, parce qu'en fait, c'est bizarre, je suis pas forcément fan. » Moi, c'est plus le ton de la série. C'est plus le côté sitcom qui marchait bien avec WandaVision, mais parce que c'était un peu de la sitcom tournée, entre guillemets, à la dérision, pour se dire « Bah, pourquoi est-ce que c'est en sitcom ?» Bah, parce qu'on est dans l'esprit de Wanda et qu'elle a grandi avec ça. Là, cet aspect sitcom donné à la série dans sa globalité ne marche pas du tout pour moi. Même si, encore une fois, tout n'est pas à jeter dans cette série. Je ne l'aime toujours pas, hein, la série, hein, et je suis content par ailleurs qu'il n'y ait pas de saison 2 parce que ça montre véritablement, en tout cas pour l'instant, hein, qu'il y a une envie de passer à autre chose, même si le personnage, il faut l'évoquer, hein, c'est un personnage que tu as introduit, donc il faut le revoir, hein, ce personnage-là. Mais moi, je l'aime bien, hein, Jennifer Walters, ça ne pose pas de soucis, c'est plus le côté de l'épisode... Enfin, en fait, les 4 premiers épisodes étaient bons. Celui avec Daredevil est très bon aussi, j'aime beaucoup. Mais au milieu, t'as des épisodes qui ne te racontent pas forcément grand-chose. Alors je comprends que ce soit un peu l'aspect donc sitcom, mais la fin de la série où tu vas du côté de Marvel Studios, tu brises le 4e mur encore plus et tout, et qu'après t'as une sorte de dîner, enfin en tout cas de repas avec Charlie Cox et Mark Ruffalo qui ramène son fils. Ben, ça va trop loin. Et j'ai pas réussi à véritablement rentrer dans l'univers de She-Hulk, bien qu'encore une fois le personnage est très bon, toute proportion gardée, mais en tout cas par rapport à la série, hein, bien sûr, parce que si on l'avait découvert peut-être dans une autre série encore plus impactante, on se serait dit bah ouais c'est un personnage un peu insignifiant. Il est vrai. En revanche, dans une série qui n'est pas folle, on va pas se mentir, le personnage sort un peu du lot et n'est pas non plus à jeter. J'aimerais bien qu'on la revoie, notamment dans un film peut-être un petit peu plus intimiste sur la relation avec donc les personnages en lien avec les rayons gamma, ce serait possiblement intéressant, mais pour moi ils ont gâché une cartouche aussi avec She-Hulk, parce que ça aurait pu être vraiment très sympa, et le tourner de ce côté-là en fait en se prenant pas forcément au sérieux, et en survendant un peu le côté Marvel Studios, bah, je trouve ça dommage, tu vois, de se moquer un peu de Kevin Feige, c'est bien, tu vois, mais c'est un peu du côté de, vous avez vu, nous on fait ça, et on fait ci, et on fait ça, et vous avez vu, en fait, dans nos locaux, c'est comme ça. Je suis pas forcément fan de l'idée, mais, encore une fois, ça reste cohérent avec les comics, mais pour moi, la série dans sa globalité, pas le personnage, hein, mais la série, est une erreur. Du côté de Marvel Studios, ils auraient dû mieux l'écrire, et en fait, de faire quelque chose de plus simple, comme ils l'ont fait dans la phase 1, 2 et 3, de faire quelque chose de simple, cohérent avec le MCU, mais sous format épisode, et t'as pas besoin de faire « Ah bah là, on a une série sur tel personnage, on va faire tel ton, et là tel ton, et là tel ton. » Faites un truc classique. Sur du She-Hulk, sur des nouveaux persos, commencez avec du classique, comme vous avez pu faire le succès de tel ou tel perso. N'essayez pas de coller tel personnage avec telle esthétique, parce que quand... Après, il y aura le rassemblement. Comment est-ce que vous allez faire pour que tout reste cohérent et qu'on puisse avoir la patte de chaque personnage? Ça va être compliqué. Donc, à mon sens, de faire une série peut-être un petit peu plus simple, sans le côté un peu burlesque de la série, ça aurait pu être tellement mieux, à mon sens. Mais bon. Après, bien sûr, je vous parlais du côté un peu burlesque. Il faut, alors, non pas parler de Thor, Love and Thunder, mais de l'humour du côté du MCU. Parce que ça désacralise beaucoup trop d'événements. Et j'ai utilisé notamment cette scène-là parce que, bon, bah, quand tu vois le Thor qui était Thor dans Infinity War, alors j'entends que ce ne soit pas forcément
les mêmes enjeux, le même passé, etc. Mais c'est le même personnage. Et quand tu vois Thor qui fait un grand écart entre deux vaisseaux et qu'il crie de cette manière-là, et quand tu vois le Thor qui crie Livrez-moi Thanos, t'as l'impression vraiment que ce sont deux personnages totalement différents. Et encore une fois, c'est le ton, c'est l'humour qui a été apporté à ce personnage-là. Parce que si on avait eu un autre réalisateur, je pense qu'on ne serait pas forcément totalement parti vers cette idée-là. Même si Ragnarok, pour moi, reste un excellent film. Thor Love and Thunder le gâche totalement. Et pour moi, c'est ça aussi qui va faire en sorte qu'un programme du MCU soit, enfin, plaise ou non. C'est-à-dire que d'un côté, on a des projets qui vont utiliser un peu d'humour, mais en restant des films un peu sérieux. Et de l'autre, on a des films qui vont être des films humoristiques avec un peu de sérieux. Et c'est le cas pour du Thor Love and Thunder, c'est le cas pour du Quantumania, même si j'ai aimé, c'est aussi le cas pour The Marvels, qui ne reste pas totalement sérieux sur certains aspects et qui va forcément rajouter cette petite touche-là, qui en soi fonctionne notamment avec le personnage de Kamala Khan. Et certaines personnes vont dire ouais mais ça fonctionne aussi sur du Ant-Man, oui mais à ce moment-là ne met pas du Kang là-dedans parce que ça dénote totalement et ne nous fait pas des trailers qui nous montrent un film très sombre alors que ce n'est pas du tout le cas. Et pour moi l'humour dans les films comme ça gâche tout. Et certaines personnes vont me dire ouais mais le MCU ça a toujours été de l'humour. Je ne suis pas forcément d'accord. Oui il y a toujours eu de l'humour dans les films de super-héros, en tout cas du côté du MCU. En revanche c'était saupoudré. Il y en a toujours eu. Mais c'était d'abord un film et après on fait de l'humour. Là c'est avec, entre guillemets, cette génération de films Quantumania, Thor, etc., c'est plus, on met de l'humour et après on fait le film autour. Et c'est là où ça me dérange, c'est qu'on a plus de vannes que d'histoire en tant que telle, parce que si t'enlèves Thor, Love and Thunder, bah tu te dis, bah oui, d'accord, tu enlèves ça. J'entends encore une fois que les gens aient aimé ce film-là, ça ce n'est que mon top, c'est moi qui aimerais qu'on change ce genre de choses. Parce que à mon sens, il ne faut pas supprimer totalement l'humour, parce que ça reste Disney, parce que ça reste le MCU, mais il faut revenir sur des bases de on fait d'abord un film, possiblement sérieux ou non, mais en tout cas on fait un film et après on peut rajouter quelques vannes. Mais là le côté des chèvres, le côté de Kang qui se fait battre par des fourmis, de MODOK, tu vois, il y a trop, c'est une surenchère, on a l'impression qu'on veut toujours aller plus loin dans l'humour, mais dans l'humour qui n'a plus aucun sens et qui dessert totalement le sujet de base. C'est-à-dire que là on a un film humoristique qui dessert entre guillemets l'intrigue de Gore, qui est très sombre et qui par ailleurs est joué par un superbe Christian Bale, mais qui dans le film n'arrive pas à s'émanciper de tout ça parce que tu te dis bah ouais c'est Gore mais il kidnappe des enfants, il fait pas vraiment peur, il est pas vraiment impactant, c'est un méchant osef total. J'ai plus été impacté par Malekith que par Gore. Alors que c'est quand même un acteur hyper coté, qui est incroyable, hein. C'est quand même un personnage de l'univers de Thor qui a l'air quand même assez conséquent, plus conséquent que Malekith et qui donnerait plus de fil à retordre, etc. Donc on peut être un peu critique aussi là-dessus. Et pour moi, l'humour peut gâcher beaucoup de choses. Donc là, c'est pour ça que il y a des projets encore qui peuvent un peu me faire peur du côté du MCU. Je pensais notamment à Captain America, où je sens qu'il peut y avoir de l'humour. Là, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de reshoots, etc. Et le pire, c'est que Marvel Studios peut le faire. Regardez Black Panther Wakanda Forever. On a de l'humour qui est bien dosé, même si bon, t'as Ironheart qui, pour moi, désacralise toutes les scènes qui sont un peu impactantes. Mais t'as eu du Doctor Strange où t'as quand même de l'humour un petit peu, mais ça reste un film qui reste cohérent avec le reste. Là, vraiment, je peux avoir des films d'humour. Mais il ne faut pas que ça empathise sur le personnage en tant que tel. Et c'est là où ça peut me poser problème, notamment sur du Thor. Voilà, j'avais envie de faire un petit pan sur l'humour, mais je veux surtout revenir sur lui. Lui, pour moi, c'est la plus grosse erreur du MCU. Alors, pas nécessairement Wong, mais l'importance donnée au personnage. Vraiment, c'est ça qui me fascine. Parce que Wong, lui, par exemple, je l'aime bien. C'est un personnage qui est puissant, c'est un personnage qui est sympa, tout ça, mais Wong est plus apparu que du Shang-Chi, que du Eternals, qui sont des personnages qui viennent d'arriver. Il est plus apparu que Captain America. Echo est plus apparu que Captain America. Enfin, c'est une folie. Quand tu te dis que Echo, que j'aime bien, ça va, est apparu dans Hawkeye et a eu son programme solo, alors que Captain America a eu une seule série, sans pour autant apparaître dans tel film, alors qu'il aurait pu apparaître dans Black Panther Wakanda Forever, alors qu'il aurait pu apparaître dans Quantumania, qu'il aurait pu apparaître dans The Marvels, puisque je vous rappelle quand même que dans The Marvels, à la toute fin,
eh bien nous avons la famille de Kamala qui va emménager en Louisiane. Et où habite Captain America aujourd'hui? En Louisiane. Donc, on peut se dire, bah, il aurait pu les aider, tu vois, même pas forcément de le voir en Captain America, mais juste de le voir. Et pour moi, ce qui reflète le plus cette mauvaise exploitation, c'est lui. Parce que lui, on l'a vu tout le temps. Regardez, je vais juste vous sortir un truc. On va taper Benedict Wong sur Internet. Benedict Wong, qui est donc l'acteur de Wong. Depuis Avengers Endgame, il est apparu, et on va les compter, il est apparu dans What If, il est apparu dans She-Hulk, il est apparu dans Shang-Chi, dans Spider-Man No Way Home, et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans 5 projets. Il est dans 5 projets. Doctor Strange, si on regarde, Doctor Strange, il n'est que dans What If et Doctor Strange. Et même le côté de lui, c'est le sorcier suprême, ça peut être sympa. Mais en fait, ce qu'il aurait fallu faire, si j'avais été vraiment du côté de Marvel Studios, je l'aurais tué. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de tuer Wong. Tuez-le. Et faites en sorte que Doctor Strange redevienne le sorcier suprême. Parce que dites-vous bien que là, ils sont en train de travailler sur une série sur la Wong Academy. Donc ils changeraient même le nom, supposément, de Strange Academy en Wong Academy. Pourquoi développer ce personnage-là alors que tu as Doctor Strange de côté? Moi, ça me fascine parce que je me dis, mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que vous développez ça? Et vraiment, ce n'est pas, j'en ai pas forcément envers Wong, et il n'y a pas de souci, je l'aime bien ce personnage-là, il est sympa et tout, mais on le voit trop. Pourquoi le faire apparaître dans autant de projets? Il est dans Shang-Chi. Ok, le côté magique, alors qu'on aurait pu avoir du Doctor Strange. Ça aurait été beaucoup plus cohérent, mais non. Pourquoi le faire apparaître dans She-Hulk avec Madison? Quel intérêt? Il n'y en a aucun. C'est pour ça que je me dis que il y a une exploitation qui est vraiment, vraiment trop étrange. On aurait pu avoir du Banner dans du Moon Knight, avec le côté de, bah, on a 2 personnalités, comment est-ce que toi t'as fait pour les faire coexister? Et on ne l'a pas. Et c'est dommage, parce que tu peux développer cet aspect-là. Et ils ne le font pas. Il y a tellement de choses qui sont dommages dans le MCU actuellement. Et pour moi, le plus gros défaut, c'est l'exploitation des personnages minimes qui en devient majeur par rapport à des personnages majeurs qui, pour le coup, ont une influence beaucoup, en fait, moindre. Et c'est là où ça me pose problème. C'est qu'encore une fois, Captain America, dites-vous bien, qu'entre la série The Falcon and the Winter Soldier qui est sortie en mai 2021 et peut-être mai ou mars, je ne sais plus, ou peut-être avril, peu importe, mais printemps 2021, et son film solo, où on l'aura vu une 2e fois, parce qu'on ne l'a pas vu depuis, hein, il se serait passé environ un petit peu moins de 4 ans. C'est énorme. Alors que Echo, encore une fois, a son projet solo en 2023, fin 2024, début 2024, et la dernière fois qu'elle est apparue, c'était fin 2021, ça reste cohérent. Ça reste cohérent. Talos, il est plus apparu que Captain America. Talos, c'est une folie. Donc c'est pour ça, pour moi, ce sont les 5 erreurs majeures du MCU. Il y en a beaucoup plus. Mais moi, c'est ce qui fait en sorte que, pour l'instant, ouais, c'est vrai que c'est très moyen sur certains projets, voire très nul, hein, on va pas se mentir. Mais dans sa globalité, le MCU est passé de, à mon sens, waouh, c'est une folie. Même les films pas ouf, on peut les regarder, tu vois. À, ouais, bof. Même les films bons, est-ce que j'ai vraiment envie de les re-regarder? Et alors que, encore une fois, pour beaucoup, je suis le fanboy Marvel numéro 1. Pour moi, c'est un problème. Donc, évidemment que Marvel ne va rien changer à son optique, et voilà, enfin, en tout cas, pas après ma vidéo. Je n'ai aucun poids, et j'en aurai jamais. Je vous donne uniquement mon ressenti en tant que simple spectateur. Voilà, moi, les 5 points au minimum que je changerais du côté du MCU. N'hésitez pas en tout cas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que ce soir, par ailleurs, on est en live pour parler d'un personnage sous-exploité, Shang-Chi. N'hésitez pas, eh bien, on se donne rendez-vous à 21h, quoi.